dans les médias. Et qui est bon. Ouais, c'est pour ça qu'on va le garder, lui. Ici, de Radio-Canada. Ouais. Petit portrait de ce qu'ont dit les médias à propos des médias cette semaine. D'abord, il y a Pierre-Carl Pellado qui était à l'affût des audiences du CRTC sur le renouvellement des licences de CBC Radio-Canada. Il était question du rôle de Radio-Canada dans le paysage médiatique. Les effets et les conséquences peuvent être extrêmement néfastes pour le paysage audiovisuel canadien, comme le veut cette fameuse formule consacrée pour décrire la télévision ici au Québec. Le paysage audiovisuel canadien, cette fameuse formule consacrée pour décrire la télévision ici au Québec. En gros, M. Pellado en a contre Radio-Canada et sa publicité. Sophie Durocher, lui, par contre, préfère le modèle de la radio de Radio-Canada. Il n'y a pas de publicité sur la radio de Radio-Canada. Je sais que vous écoutez la radio de Radio-Canada. Moi aussi, j'écoute la radio de Radio-Canada. Je trouve que c'est une très bonne radio. Alors, on salue Sophie et Pierre-Carl qui sont à l'écoute. Et en passant, M. Pellado, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'a rien contre la concurrence. Avez-vous de la misère avec la compétition, la concurrence? Ben, je pense pas. Au contraire, nous sommes les chevaliers, excusez-moi l'expression, de la concurrence. Il est un chevalier de la concurrence. Il adore ça, pense. la concurrence. Ça doit être pour ça qu'il parle autant de Star Academy dans leurs journaux et si peu de mes chroniques à la semaine des 4 juillet. D'un autre côté, Jeff Fillion, lui, s'est inquiété de la tendance autoritaire de Gabriel Nadeau-Dubois. Rappelons que GND a voulu se faire des fesses brésiliennes et qu'il a obtenu un rendez-vous en un tournement, ce qui l'a mené à vouloir réquisitionner les médecins des cliniques de chirurgie esthétique pour combattre la COVID. C'est du fascisme. On est dans le fascisme. Obliger les gens. C'est comme toi, si Jeff, d'un matin, là, il t'obligeait à aller travailler à Radio-Canada de force. Oui. Oui, donc demander aux chirurgiens esthétiques d'aller sauver des vies dans les hôpitaux, c'est comme si Jeff Fillion était forcé de venir travailler ici à Radio-Canada. J'aimerais quand même souligner que dans cette analogie, nous, on est l'intubation qui sauve une vie et Jeff est le silicone dans le popotin d'une madame de Ville-Mont-Royal. N'empêche que je serais assez content de voir Jeff Qu'est-ce prendre... que vous faites dire qu'elle vit à Ville-Mont-Royal, cette madame-là? C'est peut-être Outremont. Je suis quand même content, moi, de voir Jeff prendre la barre de l'émission Moteur de Faites vos recherches. Dessine-moi un maudit sans dessin. On dira ce qu'on voudra, c'est nos taxes qui payent ça. Et bien sûr, Jeff Tendresse, cette émission dans laquelle Jeff fait jouer les plus belles ballades de Metallica. Sinon, ce dont on a beaucoup parlé cette semaine dans le paysage audiovisuel canadien, cette fameuse formule consacrée pour décrire la télévision ici au Québec, c'est cette idée de laisser les médias entrer dans les hôpitaux pour filmer les conséquences de la COVID, parce que comme dirait Richard Martineau, rappelez-vous Yvon Deschamps qui disait « On veut pas le savoir, on veut le voir ». Ou comme dirait Mario Dumont. Et cette hypothèse-là, c'est un peu basé, ces directeurs d'information se basent un peu sur Yvon Deschamps. Là. On veut pas le savoir, on veut le voir. Great minds think alike. Et l'inverse est vrai aussi, comme on vient de le voir. Le gouvernement est réticent donc à aller de l'avant avec cette idée parce que ça ferait peut-être prendre conscience aux gens que, comme disait Yvon Deschamps, vaut mieux être riche et en santé que pauvre et malade. Peut-être qu'on verrait aussi la détresse et l'épuisement du personnel médical et qu'on se dirait les unions, que ça donne. Par contre, ce n'est pas toujours une bonne chose de montrer ce qui se passe dans les hôpitaux. Patrice Roy est un petit peu tanné cette semaine de voir en boucle la même personne qui se fait vacciner sans arrêt. L'ambassade et consulat canadien. Excusez-moi, Alec, là, c'est parce qu'on se fait 8 fois qu'on voit la personne se faire vacciner. Il faut être correct le visuel, si on peut l'enlever. Merci. Merci, Régie, je suis désolé. Je suis désolé. J'avais pas remarqué, Patrice, je ne suis que... Non, mais c'est bien, mais c'est parce que je pense aux gens aussi qui nous écoutent. Effectivement, c'est sûr qu'une personne qui se fait piquer par une aiguille en boucle comme ça, il y a peut-être des téléspectateurs qui vont s'évanouir. Mais les médias se sont aussi inquiétés avec raison de l'abus de langage de certains membres de la communauté des Juifs hassidiques envers les forces de l'ordre. Et Mathieu Bock-Côté a trouvé ça exagéré qu'il traite la police de nazis. On l'accuse de nazisme. Et pour moi, il y a deux choses là-dedans. Donc, c'est une insulte qui est complètement coupée de sa signification historique. Alors, c'est la preuve qu'on utilise des mots en ne se souciant plus de ce qu'ils veulent dire. On les utilise comme des grenades symboliques dans l'espace public. Je suis tellement d'accord avec ça, mais je trouve quand même un peu ironique venant de Mathieu Bock-Côté. J'aurais pu vous sortir des exemples où il compare l'embrigadement de Greta Thunberg à celui d'un régime totalitaire, où il compare la gauche qui ne s'indigne pas devant les islamistes à ceux qui ne s'inquiétaient pas devant les nazis, où il associe ceux qui ont voulu censurer son livre aux gardes rouges. Mais je trouvais que pour montrer ces contradictions, c'était plus intéressant d'écouter ce petit 45 secondes toujours tiré de cette discussion sur les nazis. Je pense qu'un des graves problèmes qui polluent la vie
politique et publique contemporaine, c'est l'utilisation non seulement abusive, je le dis, mais absolument injuste et insensée de termes qui n'ont rien à voir avec la réalité pour détruire la réputation de ceux à qui on le colle. On l'a vu à Outremont, on l'a vu avec Mme Manaille, on le voit trop souvent, et je pense que ça, c'est véritablement une chose qui devrait exiger de notre part une forme d'hygiène, un travail d'hygiène intellectuelle et mentale pour redonner aux mots leur sens véritable. Parlant de Mme Manaille, tu as certainement lu Brian Miles dans Le Devoir, là, je veux pas personnaliser le débat, mais il écrit, oui, bon, Mme Manaille, effectivement, certains dérapages et tout ça, mais ça la disqualifie pas du tout de son poste de commissaire à lutte au racisme. Ouais, bon, alors, autant la presse est devenue la Pravda, autant le Devoir est devenu le bulletin paroissial de la gauche mondaine. Arrêtez d'utiliser des termes qui n'ont rien à voir avec la réalité pour détruire des réputations, dit-il 20 secondes avant de comparer la presse à la Pravda. Je trouve que ça manque d'hygiène intellectuelle. J'espère au moins qu'il se lave les pieds. À l'inverse, le discours de la perte de la liberté d'expression a pris de l'ampleur. Selon Éric Duhem, c'est même du jamais vu dans notre histoire. La démocratie puis la liberté de parole au Québec aussi, le gouvernement l'a mis sur pause. Puis ça, c'est grave en maudit. La démocratie a encore des droits au Québec, il faudrait les réinstaurer. On n'a jamais vu ça de notre histoire. On a la chance de vivre sur une des terres où la démocratie est la plus enracinée puis la plus ancienne. Puis là, on est en train de tout scraper ça. Là. Ben oui, ça serait le fun qu'on réinstaure la démocratie. À un moment donné, on se rappelle aussi qu'il estimait il y a 6 mois que le port du masque était notre pire perte de liberté de l'histoire. Le gars est quand même à Radio X tous les jours, fait des lives sur YouTube, il dit des énormités sur les réseaux sociaux, mais il se plaint d'avoir perdu sa liberté de parole. Quand même, c'est chef du Parti conservateur? Là? Pas encore, c'est pas officiel. Et la course, c'est pas fini, là. C'est en le vent. Okay. Quand même, c'est vrai que ça peut mener à des dérives et jusqu'où iront les censeurs assez loin, croit Richard Martineau. Tu sais, la petite gang de woke, la gauche woke, là, si jamais là, ils pouvaient avoir un gizmo, une patente qui pourrait contrôler nos rêves, ils le feraient. Je suis convaincu qu'ils voudraient même contrôler à quoi on rêve la nuit. Puis il y aurait des rêves acceptables et des rêves pas acceptables. C'est rendu fou, là. Oui, woke, ce fameux mot que seuls les gens qui rêvent au woke disent. Mais ceci dit, je dois donner ça à Richard. S'ils avaient le fameux gizmo, les woke, c'est clair qu'ils rempliraient ses rêves de femmes voilées et de vélos d'hiver juste pour le plaisir. Merci beaucoup, Olivier. Ah, il est allé loin.